indiqué ce matin. Et pour la construction de cette confiance, on a besoin d'une réglementation. L'autre point, c'est que quand on parle de compétitivité, d'attractivité des marchés, encore une fois, il y a ce réflexe de se concentrer dans un premier abord, et à raison, évidemment, il faut en discuter de la qualité de la réglementation, mais sur ce sujet seul, alors que cette question, et ça a été souligné ce matin, elle nécessite d'avoir une approche à 360 degrés et de ne pas se contenter du seul volet réglementaire. Un exemple pour l'illustrer, on a des degrés de marché avec une maturation différente, certes, mais pour prendre l'exemple de sociétés cotées françaises, certaines sociétés françaises, notamment dans les biotech, dans les technologies innovantes, ne vont pas se coter du tout en Europe, mais aux États-Unis. Et quand vous leur demandez pourquoi, c'est pour une question d'attractivité du marché américain, de sa profondeur, d'un écosystème avec des analystes qui sont capables de suivre des sociétés innovantes. Et là, la question de coût, la question du coût d'introduction en bourse, elle est totalement secondaire, parce que le coût d'introduction en bourse sur les marchés américains est substantiellement bien plus important que le coût d'une introduction en bourse dans la zone Europe et, a fortiori, sur les places de marché africaines. Et c'est intéressant cet exemple parce que ça montre bien, encore une fois, que quand on a cette discussion, cette appréciation des enjeux entourant l'attractivité des marchés, l'enjeu réglementaire, encore une fois, s'il est important, ne doit pas être considéré comme le driver le plus important. Autre sujet d'illustration, et qui peut permettre de convaincre les sociétés cotées de la justesse de s'introduire sur les marchés, c'est qu'on observe d'un point de vue réglementaire que souvent, elles sont aux avant-postes des évolutions qui vont concerner le droit des sociétés. Souvent, on s'intéresse d'abord aux sociétés cotées pour dire, vous, acteurs établis, cotés sur le marché, on va exiger de vous des informations, une qualité d'information plus importante en termes de RSE, en termes de gouvernance, et souvent ce qu'on peut observer dans une échelle large, c'est qu'elles sont les précurseurs, elles sont les premières à essuyer les plâtres. Alors certes, ça a un coût, sans doute, évidemment, à court terme, mais à moyen long terme, il y a un enjeu d'exemplarité et de, quelque part, de leadership, que ces acteurs sont en fait en pole position. Certes, encore une fois, ils assument les premiers les coûts, ils sont les premiers à faire face à ces difficultés, mais encore une fois, quand vous prenez un point de vue macro et évolution dans le temps de la réglementation, on observe que toutes les sociétés, petit à petit, et certes, il y a une flexibilité pour les PME, mais s'inscrivent dans la même tendance. Et donc, ce qu'on impose aux sociétés cotées, souvent, encore une fois, va se diffuser aux autres acteurs du marché, parce que les sociétés cotées contractent avec des autres entreprises, etc., lesquelles, de facto, vont assimiler un certain nombre de règles qui s'appliquent aux sociétés cotées. Donc tout ce petit point, pas pour défendre la réglementation en tant que telle, je ne suis pas un avocat qui défend, je conseille des émetteurs, etc. Donc parfois la réglementation, évidemment, elle a sa légitimité à évoluer, à prendre en compte un certain nombre de dynamiques factuelles. Mais encore une fois, mon point était de désamorcer la critique parfois un peu rapide qu'on entend sur la réglementation comme cause unique d'un défaut d'attractivité des marchés. Et au contraire, l'objet de mon propos, et de faire ça assez rapidement, c'est de montrer que la réglementation, à l'inverse, non seulement il ne faut pas le voir comme un obstacle pour les sociétés cotées, mais il faut le voir comme un atout. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'acclimater des nouvelles technologies, d'acclimater des nouvelles exigences aujourd'hui sur la RSE, etc. Les sociétés cotées sont attendues au tournant, et ce n'est pas pour les enquiquiner, c'est parce qu'on se dit à horizon 5, 10, 15 ans, et même aujourd'hui, c'est des sujets prioritaires pour les investisseurs. Et donc la réglementation, quand elle se saisit correctement de ces sujets, oui, il y a un coût immédiat, mais à moyen long terme, encore une fois, c'est un immense atout qui est développé pour les sociétés. Alors, quelques thématiques générales d'évolution réglementaire sur les marchés. Le premier, quel est le but de la réglementation? C'est ce que je disais au début de mon propos. Le but principal de la réglementation des marchés, c'est d'assurer l'intégrité des marchés. L'intégrité des marchés qui est vue comme on veut que les opérateurs, quels qu'ils soient, que ce soit le particulier qui habite dans sa campagne ou un gros investisseur institutionnel, puisse avoir l'impression, le sentiment que les règles du jeu sont équitables et que tout le monde est soumis à la même enseigne. Et donc ce cadre-là, ce framework de règles est extrêmement important parce que la confiance est quelque chose de difficilement tangible et qui peut se disparaître assez rapidement. Vous avez sans doute entendu l'exemple de la société cotée en Allemagne, Wirecard, qui a fait l'objet d'un scandale assez important, et la bourse allemande a éminemment souffert d'une société introduite au DAX 30 et qui fait l'objet d'une liquidation aujourd'hui avec des informations financières qui étaient totalement pipées. Donc cet aspect préservation et construction de la confiance sur les marchés
est éminemment important. Alors comment on y arrive à la confiance sur les marchés? Eh bien, on y arrive en faisant une réglementation sur les abus de marché. Et là, un élément d'actualité qui est éminemment intéressant et qui concerne au premier chef la BRVM, c'est la loi uniforme relative aux infractions boursières qui a été adoptée en septembre dernier, qui fait l'objet aujourd'hui d'une transposition par les différents États et qui met en place un système d'infraction pénale pour les abus de marché. Alors les abus de marché, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les délits d'initiés, les manipulations de cours, etc. Et donc l'objet de ces règles, de prévoir des sanctions, c'est de dissuader les opérateurs qui souhaiteraient ne pas les respecter, tout simplement, de le faire parce qu'ils encourraient un risque important. Et là, on parle de sanctions pénales. Et donc ce risque de sanctions pénales vous montre bien en creux l'intérêt de l'objectif et l'enjeu qui s'attache à l'intégrité des marchés. Alors pour présenter cette loi rapidement, j'ai regroupé ça sous trois thématiques principales que vous voyez sur l'écran. Il y a un enjeu de prévention des abus de marché. Je pense, et que le régulateur ou les responsables de la BRVM me corrigent si je me trompe, mais que l'enjeu, ce n'est pas de punir, de prendre à défaut les opérateurs qui parfois ne sont pas nécessairement au fait, équipés de ces règles qui imposent une gestion de reporting complexe, de prendre en compte des nouvelles attentes, des nouvelles obligations, et donc on sait bien que ça peut prendre du temps. Donc l'idée, ce n'est pas de mettre tout le monde en prison en disant vous avez manqué à vos obligations de transparence. La menace existe, mais l'idée surtout, c'est d'accompagner les opérateurs à s'acclimater à ces règles, parce qu'encore une fois, l'objectif commun, c'est que tout le monde puisse s'en saisir. Autre point, alors là c'est plus de la prospective, et notamment sur les marchés africains, cet enjeu de confiance, un élément qui pour moi me paraît essentiel, c'est l'enjeu lié au risque cyber, la cybercriminalité. Alors je voyais dans des papiers récents qu'un prestataire notamment mettait que 10%, l'équivalent de 10% du PIB africain était remis en cause par des cybermenaces. Et c'est vrai que dans l'univers coté, c'est un élément qui est de plus en plus important. Pourquoi? Parce que les émetteurs font l'objet d'une double menace. Premièrement, vous êtes un émetteur, vous jouez le rôle de la transparence, et donc pour des pirates, c'est du pain béni, parce que vous leur donnez plein d'informations pour vous cibler. Le second, c'est que les marchés, c'est un terrain de jeu aussi génial pour les pirates, parce que vous pouvez subtiliser des informations chez les émetteurs, par exemple un projet confidentiel, etc., et les utiliser pour faire des opérations sur les titres. Donc ça, c'est la cybercriminalité boursière. Et donc au niveau mondial, il y a une vraie sensibilité des autorités boursières à la question, et ça sera sans doute un point à anticiper, et encore une fois, pas dans l'idée de se dire on met des règles, un écheveau de règles supplémentaires. Non, l'idée c'est de préserver l'intégrité du marché, et donc sans doute il faut s'attendre, c'est de la prospective, à des règles qui vont imposer aux émetteurs et aux opérateurs sur les marchés d'avoir une attention toute particulière à ces enjeux de cybercriminalité. Et ce que je dis, ce n'est pas de la science-fiction. En mars dernier, la SEC américaine a proposé à consultation un nouveau set de règles très poussé et fouillé sur le risque cyber. Et donc c'est un enjeu qui va prendre une importance considérable, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Autre enjeu, évolution réglementaire, c'est la réglementation comme facteur important pour contribuer à une meilleure gouvernance. Et là, un rôle qui me paraît important de souligner, c'est celui des codes de bonne gouvernance. Donc là, on est dans une réglementation, ce qu'on appelle le droit souple, la soft law, qui n'est pas étatique en tant que telle, qui est émise par les émetteurs, entre guillemets. Il y a une espèce de procédure de codécision et qui est éminemment important. Pourquoi? Parce qu'elle contribue, dans les faits, à améliorer la gouvernance des sociétés cotées. Avec une actualité assez récente, au Maroc, on a un processus d'actualisation des codes de gouvernance, dont le premier assez ancien et précurseur en 2008, et la BRVM, en mars dernier aussi, qui a disclosé un code de gouvernement des entreprises, des sociétés qui sont cotées sur cette bourse. Trois thèmes importants dans ces codes de bonne gouvernance et trois évolutions en cours, toujours en cours. La transparence et le dialogue avec les opérateurs. C'est des codes qui sont faits ensemble. On implique le marché, les émetteurs, pour qu'ils construisent ensemble leurs propres règles. Et c'est quand même quelque chose d'assez original. Il n'y a pas souvent dans le droit des affaires le fait qu'on demande aux premiers concernés, alors ça s'étend de plus en plus, mais de constituer un code qu'ils vont accepter volontairement de respecter. Et donc là, il y a un rôle à jouer. Si on le fait que sur le papier et que personne ne le respecte,
Et évidemment, ça n'a aucun effet utile. Donc là, le but, c'est que les émetteurs se saisissent du sujet et fassent eux-mêmes la police, la discipline dans leurs interlocuteurs pour dire attention à cette problématique. Parce qu'on sera tous perdants si les investisseurs croient qu'il s'agissait simplement de papiers, de règles, mais qui ne sont pas du tout appliquées. L'autre élément important de progrès, entre guillemets, que permettent ces codes, c'est les enjeux de mixité, avec une volonté de mixité plus poussée dans les instances de gouvernance, et notamment le conseil d'administration. Et le dernier point, c'est les enjeux absolument novateurs liés à la gouvernance durable. Et on le voit dans le nouveau code BRVM et l'actualisation du code au Maroc, cet enjeu de vouloir que les conseils d'administration des entreprises prennent en compte les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux liés à leur activité et impliquent les parties prenantes dans leur prise de décision. Et là, encore une fois, c'est un sujet éminemment révolutionnaire. Alors, on en parle intensément en ce moment, mais si on avait dit il y a 5-10 ans que des boards de sociétés devaient consulter les parties prenantes et prendre en compte les aspects environnementaux de leur activité, dans les milieux juridiques en tout cas, ça faisait sans doute sourire, et on y est aujourd'hui. Sur la autre évolution sensible, et en lien avec cette gouvernance durable, c'est les aspects liés au climat, avec les sociétés cotées, comme je le disais, qui sont sans doute en première ligne sur ces sujets. Et ces enjeux liés au climat, sur l'accord COP21 d'objectifs de réduction des émissions carbone, pour moi, se résume sur 2 sujets essentiels qui concernent les émetteurs. C'est les attentes des investisseurs institutionnels. Pour prendre l'exemple français, pendant longtemps, les émetteurs se sont crus immunisés de l'activisme en disant c'est quelque chose typiquement anglo-saxon, ça ne nous arrivera jamais. On est en plein dedans. Des investisseurs qui proposent des résolutions sur le climat, etc. Encore une fois, à Paris, il y a 5 ans, c'était de la science-fiction. On y est aujourd'hui. Je n'ai aucune raison de penser que ça n'atteindra pas les bourses africaines, avec des investisseurs, encore une fois, qui pointent, qui aiguillent, et de façon particulièrement dynamique et volontaire, les émetteurs sur ces questions. Le second, c'est la question du reporting extra-financier et même de la comptabilité extra-financière. Comment on arrive à intégrer dans les chiffres, dans la valeur financière, des externalités liées à l'environnement, au social, etc. Et sur ces thématiques, des projets de normes d'harmonisation qui sont en cours, au niveau de l'IASB notamment, de l'EFRAG, et il y en a d'autres. Et ça sera éminemment décisif pour les sociétés cotées quand elles vont devoir adapter tout leur reporting sur ces questions. Et derrière, il y a des enjeux de stratégie et également de valorisation. Donc encore une fois, là, on rentre dans une régulation qui n'est pas seulement un cadre technique, mais qui oriente volontairement le comportement des sociétés cotées en vue de cette finalité de la neutralité carbone. Dernier point pour en conclure, et évidemment si vous avez des questions après mon propos, je suis volontiers là pour y répondre, c'est l'émergence des nouvelles technologies. Et on a évoqué ce matin cette question de la réglementation en matière financière. Il faut qu'elle aille très vite parce que la technologie potentiellement va encore plus vite. Et que le temps qu'on mette à élaborer un texte, en fait, on peut se retrouver dans une situation où quelques mois seulement après sa promulgation, on a des opérateurs qui nous disent en fait, on est un peu passé déjà à autre chose, et en fait, il y a très peu d'utilisation. Et c'est vrai que là, en termes d'évolution technologique, on vit un moment assez exceptionnel d'évolution frappante, et notamment tout ce qui est lié à la technologie blockchain. Alors il y a l'enjeu des crypto-monnaies, ce n'est pas celui que je veux évoquer là, c'est tout ce qui concerne, d'un point de vue technique, le transfert de propriété des titres. Est-ce qu'on va arriver sur des bourses qui seront organisées, centralisées, décentralisées plutôt, parce que c'est la désintermédiation poussée à son extrême, des transferts de propriété qui interviendront sur des registres électroniques, et également les opérations d'offre au public de jetons, les tokens, les fameux tokens, qui peuvent être faites contre de la monnaie fiat. Donc encore une fois, je distingue ce sujet des crypto-monnaies, et qui sont des techniques de plus en plus utilisées par des sociétés innovantes, etc. Et donc la question là de comment la réglementation doit s'acclimater à ce sujet et comment appliquer la logique des marchés financiers, notamment, à ces nouveaux secteurs en pleine ébullition. Donc c'était sans doute l'exemple lié à la tech, etc., qui me paraissait important pour
voilà, montrer comment la réglementation, encore une fois, peut influer et guider le comportement des opérateurs. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions ou si on est pressé pour... Je devais finir à 12h30, il est 27, je suis très content. Je serai pas loin. Voilà. Bon, merci. Non. Il faut que tu restes, mais je serai pas loin pour aider la conversation. Oui, si on a des questions sur l'évolution de la réglementation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les cryptoactifs. Est-ce qu'on va justement anticiper? C'est venu en Afrique brusquement, en rentrant par le Centrafrique ou la Centrafrique, ça dépend. Est-ce qu'on se met à jour? Parce qu'on n'en parle pas du tout. Donc oui, voilà, personne n'en parle. Pourtant, en Côte d'Ivoire, par exemple, on traite déjà, il y a des gens qui viennent s'installer, il y a des inquiétudes. Donc si on peut vraiment aborder ces quelques questions. Mais bon, le débat est ouvert. Le calme avant la tempête de questions. Voilà. Et le micro vient vers vous. Bonjour, Samad Limi, Bourse de Casablanca. Je voudrais poser la question concernant la finance décentralisée. Est-ce que la réglementation a changé au niveau de l'Europe, des États-Unis par rapport à ce volet-là? Comment il a évolué? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il offre comme valeur ajoutée pour les investisseurs et quel est le risque pour éventuellement les institutions? Oui, merci beaucoup. Alors, cette réglementation, en tout cas du point de vue européen, elle est en train d'évoluer très vite parce qu'il y a des discussions en cours sur un projet de règlement qui s'appelle le règlement MiCA. C'est ce qui est le dernier que j'ai oublié de mentionner, Markets in Crypto Assets. Et donc, il y a une volonté de réglementation pas seulement la finance décentralisée, mais on va dire le marché des cryptoactifs en général, avec une volonté de policer un peu le secteur, et au sens police, d'encadrer un peu les choses, d'éviter des abus, de prévoir des procédures d'émission, de simili-prospectus, entre guillemets, pour assurer une protection des investisseurs. Et également un autre volet notable, c'est qu'on a une volonté de la part du Parlement européen notamment, d'appliquer la logique des abus de marché aux cryptoactifs, donc de soumettre les détenteurs et les plateformes à des obligations particulières pour éviter les délits d'initiés, les manipulations de cours, parce que comme vous le savez, c'est des marchés qui sont extrêmement volatiles, qui ont un fonctionnement totalement opaque, et on a une volonté de traiter cet angle en dupliquant la logique des marchés financiers. Mais c'est vrai que ça, c'est une question qui se pose. Alors, je ne veux pas faire de la philosophie du droit pour la philosophie du droit, mais l'attraction, la volonté de dire on va appliquer aux cryptoactifs la façon dont on aborde le sujet pour les marchés financiers, en soi, on la comprend, c'est confortable, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Après, techniquement et même en termes d'efficacité, ce n'est pas certain, de mon point de vue, que ce soit la meilleure solution. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, c'est quelque chose qui bouge vraiment en ce moment. Des textes qui sont très complets. Le règlement MiCA, c'est des centaines de pages. On a une volonté d'embrasser le secteur, peut-être justement par rapport à ce que je disais, est-ce qu'on ne va pas trop vite? Parce que peut-être que dans 5 ans, on sera passé totalement à autre chose. Mais en termes réglementaires, oui, ça bouge très vite. Merci beaucoup. Une question ou une contribution? Oui, derrière. Si vous levez la main, voilà. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Charles de Akhenaton. Donc, ma question, c'était plutôt par rapport à la nouvelle réglementation que la République centrafricaine a mis en place il n'y a pas longtemps. C'était pour savoir si cette réglementation n'était pas
pouvait ne pas être en opposition avec ce qui existe déjà au niveau de la zone CEMAC, en fait. Alors effectivement, sur la République centrafricaine qui a mis en place un nouveau texte pour instituer le Bitcoin, notamment comme monnaie légale, hein, donc ça veut dire que pour tous les paiements, le Bitcoin a une valeur libératoire. Effectivement, je comprends qu'il y a un sujet de contrariété / conformité avec les règles communes qui ont été dictées. Pour le coup, je m'aventurerai avant de donner une solution à cette question, parce qu'on peut se dire d'un point de vue dynamique, est-ce que c'est pas non plus un coup de pied dans la fourmilière pour dire il faut acclimater les textes à cette nouvelle réalité entre guillemets, et donc peut-être que ça peut changer des choses aussi au niveau des textes de la CEDEAO, mais je comprends effectivement que la question, d'un certain point de vue, la politique de la Centrafrique sur ce sujet a été vue comme un peu précipitée et sans doute un défaut de coordination avec ses partenaires, effectivement. Mais là, on est sur les crypto-monnaies en tant que telles et pas sur la question des crypto-actifs qui sont encore une fois un peu plus larges et pas dépendants du seul sujet des crypto-monnaies. Mais vous avez raison, c'est un élément intéressant et qui montre que certains États se saisissent pleinement de ces nouvelles technologies. Oui, mais est-ce que ça gêne qu'en Côte d'Ivoire, un jour, on décide tout seul que désormais le Bitcoin, on peut l'utiliser en Côte d'Ivoire et puis les autres États regardent? Il y a un côté en termes sur ces situations, on a tout intérêt à marcher ensemble. Et quand un État commence à lancer sa réglementation comme un coup de ballon d'essai, sans nécessairement, alors je ne sais pas si ça a été le cas, mais s'être coordonné avec les autres, ça crée un problème pour les États voisins qui se disent, attendez, ça pose tous les gens de mon secteur qui vont se mettre à utiliser des bitcoins, ils vont prendre prétexte de cette régulation pour avoir la même chose. Et donc c'est vrai qu'en termes de séquence et d'harmonisation, c'est sans doute pas la meilleure démarche au point de vue intérêt commun. Après, l'enjeu de la réglementation, pour rebondir à ce que vous dites, c'est que la pratique existe déjà. Alors, soit on fait la politique de l'autruche en disant j'ai rien vu, ça n'existe pas, etc. Soit on essaye d'acclimater un peu le secteur, parce que le problème à la fin, vous avez vu peut-être dans la presse, il y a des stablecoins qui ont perdu 95% hier. Donc là, c'est des épargnants qui ont perdu toute leur monnaie, toutes leurs économies. Et donc là, quand on a la casquette régulateur autorité publique, c'est pas qu'on est fan du Bitcoin et des crypto-monnaies, mais on se dit juste, sans doute, on veut éviter la situation où tout d'un coup, je vais avoir 5000 personnes qui auront absolument tout perdu. Et c'est ça qu'on veut prévenir. Alors maintenant, le point qui est un peu délicat, c'est qu'en faisant ça, on ouvre un peu la porte à un système dont on est un peu méfiant. Mais quel est l'intérêt à faire prévaloir? Est-ce que c'est la protection de ces personnes-là? Ou est-ce que c'est d'autres enjeux sur le pouvoir même étatique vis-à-vis des monnaies, hein, parce que le projet des cryptos est quelque part un peu révolutionnaire et même anarchiste à ce niveau-là, en termes de philosophie, c'est assez intéressant. Mais si on a comme règle numéro 1 la protection des épargnants, on peut se dire, de mon point de vue, qu'il y a quand même un intérêt de vouloir un peu polisser les choses et de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Parce qu'en tout cas, ça existe. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on donne la parole au directeur général de la BRVM pour réagir sur ce sujet, parce qu'on a quand même chez nous, dans notre région, le Mali, oui, il est devant, le Mali qui prend, vous pouvez vous approcher avec le micro, qui prend un certain nombre de décisions assez rapides, parfois étonnantes, donc on ne sait jamais quelle décision peut venir soudain dans notre région. Donc j'aimerais avoir votre avis sur la question de la réglementation en général, et notamment sur les cryptoactifs en particulier. Bon, alors moi je suis un vieux financier, très conservateur et très méfiant de tout ce qui est nouveau. Il faut qu'on prenne le temps de regarder ces nouveaux instruments et surtout nous assurer que leur contribution au développement économique de nos pays est importante. Il ne faut pas se presser. Il a donné le cas tout à l'heure des pertes importantes que peuvent engendrer certains investissements dans ces cryptoactifs. On a noté une très forte volatilité aussi de plusieurs crypto-monnaies au cours des dernières années. Il est clair que c'est une évolution fondamentale.
peut-être irréversible, monétaire et financier de nos environnements. Mais chacun va à son rythme, avec ses objectifs et en fonction de l'état d'avancement de son économie. Aujourd'hui, nous, en tout cas au niveau de la BRVM, je pense que c'est le cas au sein de notre union, nous sommes attachés au développement de l'économie réelle. Nous sommes attachés au fait que nos économies se basent sur des actifs réels, sur des entreprises qui se créent, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui lèvent des ressources et se développent. La financiarisation de l'économie n'est pas une approche aujourd'hui qui est, je dirais, d'actualité. Donc, on regarde, on observe et on est prudent. On est prudent, on prend le temps de faire des analyses à chaque fois de l'évolution de tous ces instruments. On en tire des leçons, on en tire des conclusions, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique, quoi. Nous cherchons aujourd'hui à attirer des privatisations, nous cherchons à attirer des fonds d'investissement, nous cherchons à attirer des PME, nous voulons que l'épargne institutionnelle à long terme se développe. C'est des sujets basiques, mais des sujets importants pour nous actuellement. On ne va pas se mettre dans l'aventure de ces nouveaux instruments et se créer d'autres problèmes alors qu'on en a suffisamment. Donc voilà le réflexe du vieux financier que je suis. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être un dernier mot s'il le faut, sinon non, moi c'est bon. on a. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À Jean-Christophe Devouges. Alors, on l'aura compris, la question de la réglementation est importante pour assurer l'intégrité des marchés. Les pistes d'évolution, il y a des pistes en matière de RSE avec tout ce qui est climat. On a des pistes d'évolution en matière justement de code de gouvernance. Effectivement, nous, on a lancé notre code de gouvernance au niveau de la BRVM il y a quelques semaines. Des pistes d'évolution en matière de reporting extra-financier et de comptabilité extra-financière, et des pistes d'évolution en matière de crypto-actifs qui représentent un risque, notamment avec l'intégration des bourses. Je pense que le Nigeria a lancé le e-Naira, donc il va falloir qu'on tienne compte au moment de l'intégration de toutes ces données-là. Je pense que le point le plus important de l'intervention de Maître Devouges, c'est peut-être de dire qu'en matière de réglementation, on doit peut-être aller beaucoup plus vite pour s'adapter beaucoup plus rapidement à un écosystème qui, lui, est mouvant, rapide. Je pense que c'est peut-être le point clé, la vitesse dans la prise en charge des aspects réglementaires. Alors, il y a la crise ou le risque des crypto-actifs, et je veux justement qu'on parle de risque et de risk management avec Perenity Software. Est-ce que Perenity peut nous proposer, par exemple, et je le pose comme cas pratique, une approche qui permet de dire, OK, on a le Bitcoin, on a les crypto-actifs, on a tous ces éléments-là, voici les risques qu'on peut avoir sur le marché dans 2 ans, 3 ans. La question est posée. On va recevoir Perenity Software. Je ne sais pas qui sont les intervenants, j'espère qu'ils vont se présenter tout seuls. Voilà, merci de les accueillir. Voilà, vraiment, merci Maître Devouges. Vous avez bien posé le problème pour qu'on puisse écouter Perenity. Vous pouvez vous installer. Ils vont nous parler de risk management et comment est-ce que, attention, interception du micro. Voilà. Ils vont nous parler donc de risk management, comment est-ce que de façon technologique, on peut tenir compte des risques d'aujourd'hui et anticiper l'avenir. Vous avez la parole. Bonjour. Merci pour votre participation et votre intervention pour ce séminaire-là. Alors, nous, c'est Perenity Software. L'idée pour nous, c'est pas de faire une présentation. C'est bon? Oui. Allô? C'est bon? Il faut le rapprocher. Voilà. Donc, en fait, l'idée de
de cette session, ce n'est pas de présenter Perity Software, mais c'est en grande partie pour donner une nouvelle approche pour cette notion de risk management. Donc, Perity Software, c'est un éditeur intégrateur de solutions financières pour les différents acteurs. Donc, on est présent pour la gestion d'actifs, asset management. On est présent aussi pour la partie gestion intermédiaire. On est présent aussi pour les OPC et des solutions pour dépositaires. On a plus de 50 références dans notre continent. Et nous accompagnons cette activité depuis presque 20 ans. Donc nous sommes acteurs sur ce marché-là. On a accompagné ces différents métiers au niveau de leur évolution. Donc, on est représentant du système Manar qui est opérationnel depuis 20 ans, qui a apporté une solution en fait approuvée, qui permet une montée en charge, qui est actuellement présent dans une solution Cloud Ready et qui est aussi présent dans une solution SaaS. Donc, depuis presque en fait 20 ans, on a géré plusieurs positions, plusieurs comptabilités, plusieurs valorisations, plusieurs instruments, et on le fait avec un apport en fait, au niveau des différents intervenants. Dans cette logique-là, on a apporté plusieurs valeurs ajoutées sur plusieurs années. Et il y a 2 ans, on a ouvert plusieurs sujets, notamment cette notion de risk management. Et là, on essayait de se projeter sur le futur pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter une solution risk management appropriée à nos marchés. Parce qu'on le fait déjà depuis assez longtemps, mais en fait les marchés bougent, les risques évoluent, ils deviennent de plus en plus complexes. De quelle manière est-ce que nous pouvons apporter une solution pour avoir une certaine maîtrise? Et il y a 2 années, en fait, on a vécu du Covid. Actuellement, on est dans une tendance inflationniste. On ne sait pas les différents risques, ils vont se comporter de quelle manière. Donc les différents gestionnaires, ils ont besoin d'avoir une maîtrise de ces différents risques et de les coupler avec une maîtrise de leur performance. Dans cette logique-là, on a ouvert en fait plusieurs sujets, mais en fait essentiellement cette partie pour apporter une solution au niveau du risk management, mais d'une manière assez forte et assez profonde. Donc on est parti voir quels sont les besoins de ces différents marchés, locaux et régionaux aussi. On a analysé ces différents besoins. Donc ça, c'était une phase 1. Quel besoin? Après, on est parti chercher, il se passe quoi au niveau monde? Quelles sont les différentes solutions apportées? Quels sont les différents intervenants? Et là, on s'est fait accompagner par certains cabinets. On a fait une analyse et une identification des différents acteurs mondiaux. À partir de là, on a sélectionné les 3 meilleurs et on a creusé avec eux. On est allé loin sur cette approche-là. Qu'est-ce qu'ils proposent et de quelle manière est-ce que c'est approprié à notre fonctionnement? Une fois qu'on a passé cette deuxième phase, on est parti dans une liste POC. Donc on a fait des cas réels, on a pris des portefeuilles de Casablanca, des portefeuilles aussi en fait, régionaux, et on les a fait passer dans ces différents systèmes et voir qu'est-ce qu'ils offrent en fait réellement comme retour et comme approche. Et on a passé sur ça plusieurs mois, plusieurs analyses, et in fine, on est sorti vers une sélection d'une société, c'est Contigo, donc c'est un des acteurs mondiaux. Et quand on a fait en fait ce choix, c'était un choix qui était lié à la profondeur de leur solution, à cette adaptabilité, à une logique dans les marchés, parce que quand on fait cette analyse risque, on a besoin de faire de l'expose, mais en grande partie de l'exempter.
En fait, ça veut dire quoi? En fait, je fais une simulation, une certaine opération. C'est quoi l'impact? C'est quel risque en fait encouru? Aussi, il y avait cette notion de stress. Il fallait que les différents portefeuilles soient stressés pour avoir les différents impacts. 2023, si on a une autre crise en fait sanitaire, il faut que les portefeuilles puissent répondre qu'est-ce qu'ils vont donner comme risque et comme élément à risque. Donc là, je laisse la parole, c'est Sophie, pour qu'il expose la solution Contigo, qu'est-ce qu'elle apporte. Allô. Merci beaucoup, Monsieur Walid. Donc voilà, donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas Contigo, donc déjà c'est pas très surprenant parce que le nom est assez nouveau, mais l'histoire est très longue derrière. Donc Contigo, c'est vraiment la fusion de deux grands acteurs du milieu Financial Intelligence. Et donc d'un côté, on a le provider d'indices Stocks et DAX, que vous connaissez très bien, j'imagine, avec le SX5E par exemple, ou le DAX 30 qui est maintenant 40. Et de l'autre côté, la partie Analytics, qui est en fait la boîte Axioma. Donc Axioma qui existe depuis 25 ans maintenant, qui est une entreprise américaine qui a vu le jour à New York avec l'un de ses logos derrière. Et d'ailleurs, on est en train de cacher les logos, pas pour une raison de compliance, mais il se fait que voilà, on est assis devant les logos. Mais on est, quand on va vous en parler après la présentation, si vous en voulez plus de détails. Donc voilà, on existe depuis 25 ans sur la partie Analytics. Ce qu'on fait, c'est principalement de la construction / optimisation de portefeuille. Donc on compte parmi nos clients les plus sophistiqués des hedge funds, les plus sophistiqués des asset managers et banques d'investissement à travers le monde, où on les accompagne pour une construction et optimisation de portefeuille, que ce soit sur des scores ESG ou sur des facteurs fondamentaux. Ensuite, il y a la partie multi-asset risk management. Et donc sur cette partie-là, quand on a commencé l'aventure, on a eu le bénéfice ou l'avantage d'être parmi les derniers à arriver dans cette course de calcul de risque en multi-asset, parce qu'on avait accès à l'une des meilleures technologies qui était là à être utilisée. Pardon. Donc on a pris le choix de tout faire sur le cloud, ce qui nous a permis de faire plusieurs choses. Donc principalement, le fait de leverager le cloud, ça nous a permis d'optimiser nos calculs et agrégations. Et donc pour le client, ça se traduit en des temps qui sont très importants en termes de calcul, et, enfin, le lancer le calcul et la réception des rapports chaque jour ou intraday. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un coût qui est beaucoup plus minime comparé à une architecture qui est ancienne, où en général on a d'autres éditeurs qui ont des serveurs sur place, deployed, et si on a un client qui décide demain de rajouter plus de portefeuilles, c'est beaucoup plus dur pour eux de scaler l'environnement pour faire tous ces calculs-là. Donc voilà, ça nous a permis de nous positionner comme un best of breed. On l'était sur la partie optimisation et ça nous a permis de nous positionner comme une solution best of breed sur la partie risk management aussi. Alors en plus de la partie technologique, une chose qu'on a toujours faite et qui est primordiale dans ce secteur-là, c'est la flexibilité. Donc on a toujours eu la philosophie de donner le plus de flexibilité à nos clients, qui se traduit en général en termes de rapports qui sont tailored pour les clients et non pas des rapports qui sont génériques, qui sont utilisés par tout le monde. Vous le voyez sur le spectre de clients qu'on a aujourd'hui, ça varie entre les plus petits des hedge funds jusqu'aux plus grands des asset managers présents sur le marché. Et il n'y a pas un one size fits all pour ce genre de clientèle. Il faut vraiment donner une approche diversifiée et customisable pour le client pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et le dernier point, qui est vraiment axé sur la partie humaine, et on le voit avec Perenity, où c'est vraiment toute une équipe derrière qui est proche des clients,
avant l'implémentation, après l'implémentation, on a exactement la même approche. Donc aujourd'hui, on a des bureaux à travers le monde. Ça commence avec l'Australie et ça finit avec Buenos Aires, en passant par toutes les capitales que vous pouvez imaginer. Et donc on a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à nos clients, pour prendre les questions et pour pouvoir assister quand il faut donner des informations très critiques en termes de timing. Donc voilà, avec ça, on met à la disposition de nos clients aussi toute une équipe de spécialistes, dont mon collègue Hassan El Madifi, et aussi toute une équipe de recherche appliquée qui en général essaie de voir ce qui se passe dans le marché, ce qui se passe dans le monde, et traduit ça en termes de scénarios de risque. Donc, par exemple, le jour où on a vu ce qui s'est passé en Russie, on a pris quelques heures pour vraiment étudier ce qui s'est passé et essayer de traduire ça en termes de scénarios de choc qui seraient utilisables par nos clients. Donc voilà, on a également cet aspect-là de feedback dans les deux sens avec nos clients, ce qui nous permet d'être plus dans du consultatif plutôt que dans du vendeur de software en quelque sorte. Voilà, donc je donne la parole à mon collègue Hassan qui chapeaute l'équipe de spécialistes en termes de risk management chez nous, à Contigo, qui va nous parler un peu de ce qui se fait aujourd'hui en termes de réglementation en risk management et comment plusieurs de nos clients utilisent le risk management comme levier pour se distinguer des autres acteurs sur le marché. Voilà. Merci Mourad. Merci à M. Walid, Perinity et à tous les organisateurs de l'événement de nous recevoir. Donc je vais essayer de faire un zoom sur le risque et d'approcher la question à travers deux volets, parce que le risque est peut-être vu en deux parties. Le risque peut être vu comme une réponse à des demandes réglementaires. Et je vais essayer de passer en revue les principales régulations qu'on a vues appliquées en Europe au cours des 20-30 dernières années. Et aussi voir le risque comme un outil d'aide à la décision. Les deux facettes du même problème en fait sont une opportunité. Donc certains voient le risque comme une contrainte, mais je vais essayer de montrer qu'en fait c'est une opportunité pour les gérants d'actifs de se différencier et d'expliquer comment ils gèrent et investissent sur leur portefeuille. Donc pour faire une revue très rapide des régulations européennes et pour ne citer que les plus importantes, et vous êtes certainement familier avec la plupart d'entre elles, l'Europe et l'agence européenne a mis en place un certain nombre de directives pour encadrer les activités d'investissement et en particulier pour protéger les investisseurs. Et ça a commencé avec les directives UCITS qui avaient pour but principalement de s'assurer d'avoir une gestion du risque qui est standardisée, uniformisée à travers tous les acteurs en Europe et du coup fournir une transparence pour les investisseurs et ainsi comme en faisant écho à ce qui s'est dit au préalable, donner la confiance pour investir plus avec ces asset managers. Et c'est malgré la contrainte de respecter certaines règles, c'est une formidable opportunité pour tous les gens qui gèrent des fonds et qui les commercialisent en Europe, parce que tout d'un coup, parce qu'ils respectent un certain nombre de standards, ils ont toute une clientèle qui s'ouvre à eux au travers de l'Europe. Il y a eu ensuite, dans les années 2010, la régulation AIFMD qui est vraiment le pendant du UCITS pour réglementer les fonds d'investissement qui ne sont pas réglementés par UCITS, donc les hedge funds en particulier. Cela étant dit, beaucoup des hedge funds vont essayer de lancer des fonds UCITS justement pour attirer un grand nombre d'investisseurs et toucher un plus grand nombre de clients. Mais la réglementation, et on va parler du UCITS en particulier, est en tout point semblable et elle passe par des concepts assez simples et fondamentaux. Et ensuite, il y a eu aussi MiFID, une série de régulations sur la réglementation des services financiers. Et en gros, l'idée est toujours la même, et elle est de protéger les clients de ces services financiers et s'assurer qu'ils ont la transparence, qu'ils prennent des décisions
tout état de cause. Il y a eu bien d'autres régulations. Je vais vous parler aussi de Solvency dans un instant. Et ces dernières années, il y a eu un accès un peu plus particulier sur les fonds monétaires et sur le risque de liquidité. On voulait s'assurer que les gérants de portefeuille contrôlaient la liquidité de leur portefeuille et pouvaient faire face à des rachats de parts de leurs fonds. Tout cela pour dire que ces régulations évoluent dans le temps pour s'adapter au climat financier. Et c'est aussi des régulations qui sont consultatives, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation UCITS, etc., le régulateur va s'assurer de consulter les différents acteurs sur le marché et s'assurer du bien fondé de toutes les directives et s'assurer que ça sera applicable aussi. Parce que souvent, on peut faire des régulations qui ne sont pas très applicables. Alors, pour revenir en particulier sur UCITS, le but est vraiment de fournir un cadre pour la gestion du risque et de passer par des fondamentaux. Donc ça oblige les gérants de portefeuille et les gestionnaires du risque de contrôler de manière quotidienne les expositions de portefeuille. Alors là, il y a deux alternatives. Soit on a une approche dite commitment en anglais, qui est en fait une simple règle sur les expositions qu'on prend sur les marchés, ou on peut avoir une approche un peu plus sophistiquée basée sur un calcul de VaR, de value at risk. Les deux approches peuvent être employées l'une ou l'autre, et en général, on va utiliser l'approche de VaR sur des portefeuilles un peu plus compliqués. Le deuxième point fondamental, c'est surtout après le 2008 et 2009, c'était de s'assurer que les gens contrôlent l'effet de levier qu'ils ont sur leur portefeuille, et donc s'assurer qu'il n'y a pas trop d'effet de levier, donc du coup on ne va pas perdre plus que ce à quoi on s'attendait. Et après, il y a des règles de base qui sont des règles de concentration, qui sont un peu des règles de bon sens, en fait, s'assurer qu'on n'investit pas tous les œufs sur le même panier, s'assurer qu'on ne met pas tous nos sous sur un émetteur ou un dépositaire, et donc forcer par là une diversification. Et enfin, UCITS, vous verrez, toutes ces réglementations insistent énormément sur la partie stress test, comme disait M. Walin, pour s'assurer qu'on essaie d'anticiper des scénarios qui peuvent impacter le portefeuille. Donc il y a aussi le risque de contrepartie, qui est un volet un peu moins important, et le risque de liquidité, qui en Europe a été vraiment un sujet majeur au cours des 5 dernières années. Alors pour le cas du UCITS, donc une des choses fondamentales quand on va essayer de contrôler le niveau d'exposition sur différents types de marchés, ici vous voyez une capture d'écran de notre système. La chose importante, c'est de définir qu'est-ce qu'on appelle par exposition au travers de tous les actifs qu'on a sur le portefeuille. Et ça passe par des actifs financiers classiques comme les actions, les obligations, mais aussi tout ce qui est dérivé. Et donc vient la question de comment définir une exposition à un swap de taux, à un futur, etc. Alors il y a des directives, des guidelines qui sont émises par le régulateur, mais surtout pour un système de risque, il faut être capable de définir et d'avoir la flexibilité de définir quelle est l'exposition qu'on va utiliser pour une option, pour un futur, etc. Et d'agréger en valeur absolue la totalité des exposures. Alors il y a des règles un peu plus sophistiquées qui, quand on fait cette agrégation au niveau portefeuille, de prendre en compte le fait que certaines fois on a une position sur une put option sur un émetteur, mais qu'on a une position sur l'obligation, et donc il faut netter avant de prendre la valeur absolue pour avoir un effet de levier moins important, ou prendre en considération le fait que le gérant de portefeuille parfois prend des décisions de hedging, et donc de prendre ces expositions comme qui réduisent l'exposition globale du portefeuille. Ici, vous voyez une sorte de dashboard qui résume bien un peu UCITS en termes de ce que la réglementation veut obtenir. En haut à gauche, vous voyez le type de règles qu'on force les gérants de portefeuille à contrôler. Donc ça sera en particulier le calcul de VaR pour s'assurer qu'il en relatif qu'il est en dessous d'un certain seuil. Ça va être des règles prudentielles donc
pour s'assurer qu'on n'a pas plus d'argent investi avec un tel dépositaire à hauteur de 20%. Ensuite, s'assurer qu'on a un portefeuille qui est diversifié, donc avec une limite à 5% par émetteur. Et après, il y a des règles un peu plus compliquées, donc une règle fameuse qui s'appelle la règle 5-10-40, qui essaie de voir quand on dépasse ce seuil de 5%, s'assurer que la somme des expositions de ces émetteurs-là qui sont en breach individuellement soit plus basse que 10% et en agrégé inférieur à 40%. Donc voilà, vous avez tout ce genre de règles. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir et de fournir au régulateur la preuve qu'on a contrôlé ces indicateurs de manière quotidienne et de fournir un résumé à la fin du trimestre ou à la fin du mois dans un rapport au régulateur. Et vous voyez sur la partie en bas à droite, une partie stress test, donc on encourage les gérants du risque à faire des stress tests. Donc là, c'est des stress tests qui sont en standard, mais on peut évidemment customiser, faire des stress tests historiques, des stress tests sur des données de marché non corrélées, avec corrélation, etc., pour essayer d'anticiper ce qui peut se passer sur un portefeuille donné. Quand on fait un calcul de VaR, donc ça présuppose qu'on a un système de risque assez élaboré, et en particulier, on a dû passer par des cabinets d'audit qui nous ont un peu donné la validation pour s'assurer que la méthodologie de calcul de VaR qu'on a dans notre système est adéquate pour répondre à la réglementation UCITS. Mais la réglementation en soi est assez vague. Il faut faire un calcul de VaR sur un historique d'un peu plus d'un an. Mais le choix de la méthodologie, simulation historique, Monte Carlo, est au choix de l'utilisateur. Et c'est bien d'avoir un système de risque qui puisse apporter ce genre de flexibilité. Et quand on parle de calcul de VaR, c'est pas tout, parce qu'on peut calculer une VaR, mais il n'est pas dit que ce chiffre de risque soit réaliste ou corresponde à la réalité. Et donc le régulateur, dans le cadre de UCITS, demande aux gens de faire du backtest, c'est-à-dire de s'assurer que le niveau de VaR qui est reporté, c'est-à-dire un niveau de perte avec un intervalle de confiance de 1%, soit en ligne avec les PNL, les profits et les pertes qu'on a observés dans le passé. Donc en gros, pour s'assurer que la perte n'est pas supérieure à la VaR, plus de 1% des cas. Et donc là, il faut avoir un système qui soit capable de backtester, de loader dans le passé, de faire ces calculs. Et enfin, sur UCITS, un volet qui est très important et qui, en Europe, a attiré beaucoup l'attention des intervenants et puis aussi des logiciels. C'est tout le pendant liquidité. Et encore, l'idée est toujours la même, de protéger l'investisseur et s'assurer que les gérants de portefeuille, les gérants d'actifs, contrôlent leur niveau de liquidité et s'assurent que le niveau de liquidité est en phase avec d'éventuels rachats de parts qui pourraient survenir. Donc s'assurer en gros que si on doit rembourser 10% du fonds, on puisse liquider de manière ordonnée et saine le portefeuille et faire face à ces cash flows. Donc ça, c'était la partie UCITS, qui est principalement à l'attention des gérants d'actifs, asset managers et aussi hedge funds dans certains cas. Je voulais aussi toucher un autre type de régulation qu'on a vu en Europe sur Solvency et qui concerne les compagnies d'assurance. Et en gros, c'est s'assurer qu'ils ont un ratio de capital solvable suffisant pour le développement de leur activité. Alors ça s'adresse aux compagnies d'assurance, mais aussi aux gens qui investissent pour le compte de compagnies d'assurance, parce que ces compagnies d'assurance veulent récupérer les données pour agréger et s'assurer que leur capital ratio est valide. Alors, sans aller dans le détail, le gros de Solvency, en tout cas sur la partie risque de marché, est basé sur des stress tests. Donc on va stresser le portefeuille sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, les spreads de crédit, sur les alternatifs. Et tous ces stress tests vont être agrégés au niveau portefeuille en prenant en compte certaines corrélations par type d'actifs, qui est un peu une simplification, mais qui permet de donner au niveau total une idée du ratio de capital de solvabilité. Et donc là, vous avez un exemple d'un rapport qu'on génère avec notre système, où on voit la valeur AUM, la valeur du capital ratio, et puis un premier résumé en termes de détails
de charge de capital par type d'actif, action, taux d'intérêt, etc. Et comme je disais, le plus important, c'est d'être capable de fournir le détail de ces stress tests. Donc là, vous voyez une table un peu absconse avec beaucoup de colonnes. Et chaque colonne, en gros, c'est un stress test sur les taux, sur les equity. Et il faut être capable de fournir le détail au niveau le plus granulaire, chaque position. Et pour les compagnies d'investissement qui travaillent pour le compte de compagnies d'assurance, de pouvoir fournir ces données de telle sorte qu'elles puissent calculer leur SIR. Donc voilà, donc ça c'était une première partie un peu risque réglementaire, donc qui peut être vu parfois comme une contrainte, mais il faut bien comprendre que ces réglementations, à mon sens, ont été un succès, d'une part par leur caractère un peu consultatif et aussi par le fait qu'elles facilitent, pour faire écho à tout ce qui s'est dit ce matin, elles facilitent la commercialisation des fonds et toucher une clientèle plus large. Et donc c'est dans l'intérêt de tous ces acteurs de respecter ces standards. Ça permet de vendre plus de fonds et d'avoir plus d'actifs en gestion. Il y a une deuxième partie du risque qui est un peu moins vue comme contrainte, mais qui est une tendance qu'on a vue au cours des 10 dernières années au moins en Europe et en Angleterre. Et c'est de voir le risque comme un outil d'aide à la décision. Donc en plus de fournir un cadre réglementaire ou prudentiel sain, c'est de voir le risque comme une opportunité de construire de meilleurs portefeuilles et de délivrer des rendements supérieurs à leurs investisseurs, et aussi de raconter une histoire, et pas dans le sens péjoratif du terme, de raconter la philosophie de l'investissement, et le risque est un outil parfait pour faire ça. Donc quand on utilise le risque dans ce cadre-là, il y a des équipes dans les grands asset managers qui sont des équipes de investment risk. Ils passent beaucoup de temps à essayer de comprendre d'où vient le risque, donc en fait de faire de la contribution, donc un calcul de tracking error, un calcul de VaR. D'où vient le risque, quelles sont les poches de risque dans mon portefeuille, au niveau de position, au niveau sectoriel, mais aussi au niveau factoriel. Donc si on fait abstraction des positions, on est exposé, à la fin de la journée, on est exposé à un certain nombre de facteurs. Et il est important de comprendre si on est exposé sur du gross ou du value ou un certain type de facteurs de risque de crédit, etc. Le risque, ça peut être partie prenante du cycle d'investissement, aussi pour allouer, pour quantifier de manière assez saine le budget alloué à une stratégie, à un gérant de portefeuille. Et on peut utiliser le risque pour ça en termes de VaR. Et on peut pousser, donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais comme Mourad l'a dit, on fait aussi beaucoup d'optimisation, donc on peut faire des modèles de risque qui sont utilisés pour la construction de portefeuille, et donc le risque est partie intégrante de l'investissement et de la génération d'alpha. Et enfin, je vais finir la présentation en vous donnant deux exemples pourquoi le risque est intéressant de regarder dans cette optique d'outil d'aide à la décision. C'est comprendre pourquoi le risque change. Donc, on calcule une VaR, on calcule une volatilité ex ante à aujourd'hui, mais en soi, la valeur d'aujourd'hui n'est pas intéressante. Ce qui est plus intéressant, c'est comment ce chiffre évolue avec le temps et pouvoir l'expliquer. Et pouvoir l'expliquer, justement, ça revient à expliquer à l'investisseur ce qui s'est passé au cours d'une période. Alors, attendez. Alors, reverse stress testing, excusez-moi, j'ai appuyé. C'est un autre exemple. Donc, en général, quand les gérants du risque vont faire des choses classiques, donc d'exposition, un peu dans le similaire à ce qui se fait dans UCITS, calcul de VaR, et puis on regarde ça de manière régulière. On fait aussi des stress tests, beaucoup de stress tests. On essaie de comprendre ce qui va se passer si les taux montent, si le marché action baisse, etc. On essaie de faire des stress tests corrélés, donc S&P qui descend de 20%, comment ça va impacter mon portefeuille d'actions marocaines ou peu importe. Mais ces stress tests-là sont un peu à l'initiative du gestionnaire du risque.
C'est-à-dire c'est lui qui décide un peu quel stress test il veut appliquer. Et reverse stress test, c'est une idée intéressante et difficile à réaliser, qui est de prendre l'approche inverse et d'essayer de comprendre, étant donné le portefeuille que j'ai aujourd'hui, son exposition aux facteurs de risque que j'ai aujourd'hui, quel est un scénario plausible, et donc le mot plausible est important, qui peut me faire perdre de l'argent, et quels sont les facteurs qui, dans ce scénario qui vont bouger et m'impacter. Et du coup, il y a différentes méthodes pour le faire, mais quand on arrive à le faire, c'est très intéressant parce que justement, ça commence à établir cette conversation entre le middle office et le front office. C'est-à-dire que le middle office va vers le front office et il dit, dis-moi, est-ce que tu as vu que si le dividend yield facteur bouge, on va perdre 50 points de base, etc. Et donc, c'est l'idée derrière le reverse stress testing. Donc, c'est un exemple d'utilisation du risque et aussi en termes de communication, d'expliquer un peu ce qui peut se passer au pire des cas. Donc je ne sais pas en termes de temps si je le... Mais donc ça c'était un papier que j'avais fait sur l'expliquer pourquoi le risque change. Donc c'était un calcul paramétrique de volatilité pour un client donné. Et la période sur la partie de gauche, c'était le risque a changé au cours d'une semaine. Et c'était en plein mois de mars en 2020. Et donc la volatilité n'avait pas trop changé, mais si on regarde plus en détail, on voit que des choses intéressantes. Si on essaie de décomposer le changement du risque par effet d'exposure, effet de volatilité ou effet de corrélation, on a une image intéressante. En particulier, on voit ici que l'effet exposure a eu tendance à réduire le risque sur le portefeuille. Et on voit que c'était des positions qui ont été prises sur de la volatilité, donc certainement du VIX ou des futurs equity, pour réduire l'exposition et donc réduire le risque. À l'inverse, on voit que l'effet volatilité a eu tendance évidemment à augmenter le risque, tout simplement parce que la volatilité des facteurs de risque a fortement augmenté, a explosé sur cette semaine en mars 2020. Et on peut faire ça en cumulé, donc c'est la capture d'écran de droite, où on voit en fait l'effet, le changement du risque au cours du temps. Qu'est-ce qui a changé à cause des exposures, donc souvent des décisions conscientes du gérant de portefeuille, et qu'est-ce qui a changé du fait seulement des marchés qui bougent en termes de volatilité, en termes de corrélation. Et donc, et quand il s'agit de corrélation, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a bougé en termes de corrélation, et c'est un élément d'information important. Et pour répondre à votre question, là, c'était une autre étude qui était faite sur reverse stress testing. Alors, cette carte un peu qui a l'air compliquée, essaie en fait de calculer deux types de scénarios plausibles. Un scénario state 0 et un scénario state 1 qui sont respectivement des conditions normales de marché et des conditions un peu stressées. Donc dans les conditions stressées, on a la volatilité augmente, les corrélations qui en valeur absolue vont vers 1. Et ça permet de voir que dans un fonctionnement normal, pour ce scénario, on peut perdre 1% en actifs. Mais quand les marchés se déchaînent, on peut perdre plus d'argent et jusqu'à 2,5%. Et ce que vous voyez sur la carte, un peu, c'est chaque facteur de risque, sa contribution à la perte, et puis le mouvement. Donc plus on est éloigné du centre, plus on a eu des mouvements importants. Donc par exemple, on voit que le facteur de marché equity ou le facteur dividend yield va impacter lourdement mon portefeuille. Donc voilà. Donc c'était des exemples, un zoom sur le risque au travers des deux facettes. Et je pense que les deux facettes sont importantes. La première, réglementaire pour fournir un cadre et des pratiques saines de gestion du risque. Et la deuxième, qui est tout aussi importante, qui permet de faire des analyses plus fines et de travailler en plus grande collaboration avec le front office. Et les deux sont en fait une opportunité pour les investisseurs d'avoir un meilleur contrôle de leurs investissements et aussi en termes de communication. Donc encore, je reviens au même point, si on est capable d'expliquer ce qu'on fait, on est transparent, et ben, tout d'un coup, les gens ont plus confiance et veulent vous faire confiance et laisser de l'argent dans votre gestion. Merci. Alors, on n'a pas assez de temps. Pourtant, cette présentation fait appel à beaucoup de questions.
Donc on va essayer de prendre quelques questions. Première des choses pour moi, comment est-ce que vous récupérez les données qui sont analysées pour la gestion du risque, la récupération des données sectorielles et tout ça? Alors, Axioma, comme Mourad l'a dit, est né dans la construction de portefeuille avec un optimiseur assez sophistiqué. Et très vite, Axioma, pour faire fonctionner un optimiseur, souvent pour résoudre ces problèmes, vous avez besoin d'un modèle de risque. Et donc, en 2006, 2007, 2008, on a commencé à faire nos propres modèles factoriels ou statistiques sur l'equity. Et on a commencé à faire du risk cross asset un peu plus tard dans le cloud, vers 2012-2013. Mais dans tous les cas, en gros, on source la donnée auprès de vendeurs, donc des acteurs connus, donc Refinitiv, Markit, IDC. Et on a eu des équipes content qui sont dédiées, qui sourcent la donnée, qui s'assurent d'un processus de qualité, s'assurer qu'elles sont valides pour le calcul du risque. Et ils font ça tous les jours. Donc à l'époque, il y a 15 ans, quand on faisait les premiers modèles equity, ce genre de process était déjà en place pour quand vous allez faire un modèle equity qui est utilisé pour la construction de portefeuille, vous vous assurez qu'il y a un contrôle QA assez important de manière quotidienne. Ok, parce que les calculs peuvent être bons, mais les données doivent être disponibles. Tout à fait, ouais. Voilà. Et puis, bon, sur nos marchés, on a un problème de données. Donc, oui, Djibril Dosso. Bonjour à tous, Djibril Dosso, Akhenaton Capital Management. Ma question est, vos paramètres de risque, les stress tests et autres outils qui sont intégrés à votre solution, est-ce que ces outils permettent en fait de faire des suggestions, par exemple, de hedging, par exemple, pour couvrir ce risque? Oui, tout à fait. Alors ça c'est une question qui peut, en général, peut être... on peut répondre à cette question au travers de stress tests, donc essayer de comprendre quel est le risk factor qui va bouger et impacter un portefeuille. Et plus généralement, en fait, c'est intéressant parce que c'est quand on lit le risque avec la construction de portefeuille où on peut répondre à ce genre de questions avec la conjonction d'un modèle de risque et un optimiseur pour trouver un basket ou un portefeuille qui réplique ou hedge aussi bien que possible un portefeuille donné. Donc c'est des choses qu'on fait typiquement sur des projets où il y a les deux volets, la partie construction de portefeuille et la partie risque pour la partie modèle. Donc c'est des cas classiques. Un autre cas similaire, c'est avec des clients, c'est des réplications d'index. Donc si vous réfléchissez à un index donné, que ce soit un indice action ou crédit, etc., la tentation est grande d'essayer de répliquer cet index avec des dérivés qui coûtent moins cher en termes d'implémentation. Et vous pouvez répondre à ce genre de questions donc soit avec du risque, juste avec des stress tests, mais aussi en général plus avec l'optimiseur. Question. Est-ce que la solution peut être paramétrée de sorte à empêcher certaines prises de position? Alors, pour le trader? Voilà, donc l'output de la solution peut être pris en considération dans la construction de portefeuille et dans l'order management. Donc en général, avec des partnerships comme ce qu'on a avec Perenity, c'est au moment de vouloir lancer l'order dans le marché qu'on a ce flag qui dit attention, vous êtes au-delà du niveau de risque qui est permis aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un input dans la décision. Donc oui, en quelque sorte, ça vous stoppe, mais vous avez quand même besoin du système order management qui fasse la lecture de l'input pour vous stopper de faire ça. Ok, non, mais est-ce que ça stoppe automatiquement ou alors je peux voir une position risquée et j'y vais quand même malgré... comment ça dépend de l'implémentation du client finalement. Voilà. Du paramétrage, d'accord. Très bien. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je comprendrai, mais s'il y en a, je comprendrai mieux. De toute façon, on est là, si vous avez des questions, on est ravis de prendre des questions et d'en discuter en plus de détails. D'accord. Sur le tableau tout à l'heure, j'ai vu American, quelque chose qui était surligné. Warren de American. C'est la présentation du monsieur. Alors, dans tous les cas, les autres, ils étaient à moins, et lui, il était positif. Oui. Alors, et puis il était surligné. Alors, est-ce que c'est pour dire que c'est votre solution qui lui a permis de faire moins de fautes sur le marché? Je n'ai pas compris. Alors, il y a un tableau
qui était là, juste encore derrière. C'est une liste d'entreprises. C'est comme si on avait accès à l'interface de la plateforme. Encore derrière. Oh non, on n'y est pas encore. Il faut être ambitieux, il faut aller vraiment derrière. Je ne sais pas lequel. Voilà, American Warrant. C'était l'exposition. Non, oui, alors, d'accord. C'était juste pour exprimer le fait que le monde financier est assez complexe en termes de classes d'actifs, d'instruments financiers. Et l'intérêt d'un système comme Axioma, c'est de pouvoir définir quelle est l'exposition pour un warrant, pour une option, pour un futur, etc. Autre question, vous avez dit qu'on transmet des données aux régulateurs. J'ai noté ça. Est-ce que l'application permet de transmettre des données, fait un reporting aux régulateurs? Première question. Deuxièmement, est-ce que le régulateur peut commander votre solution en tant que régulateur pour suivre? Je ne sais pas s'il y a des options pour le régulateur. Alors, en général, c'est le client qui va transmettre les soumissions de rapport au régulateur, et on peut aider soit en fournissant la donnée brute, ce genre d'analytics, etc. Et puis le client se charge du rapport. On a aussi une branche qu'on appelle regulatory, où on fournit le service, c'est-à-dire sur certains types de filing, de faire le travail pour le compte du client avec une plateforme un peu transparente pour qu'il y ait une traçabilité. Donc c'est aussi un service qu'on peut offrir en plus du risque. Merci. Oui. Alors, vous posez une belle question, sauf que ceux qui sont en ligne n'entendent pas. Maintenant que vous avez le micro, allez-y. Je voulais dire, sur le marché, on a des solutions, on va dire, qui ont le mérite d'être end-to-end, front, back, reporting, risque, etc., qui ont le mérite d'avoir la vue globale et d'avoir du reporting, on va dire, intégré. La solution que vous présentez, d'ailleurs, je ne sais pas dans quel contexte, mais je connais le nom de l'application Manar, mais ça m'échappe dans quel contexte j'ai eu affaire à ça. Elle est beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus actualisée, beaucoup plus globale sur l'approche risque, mais comment elle est interfacée justement aux données trading et aux données... Bon, je vais essayer de répondre à votre question, et M. Walink peut essayer de continuer la réponse. Mais en gros, dans ce monde-là, en général, on a soit des front-to-back, comme vous avez dit, qui font un peu tout, ou des best-of-breed. Et donc, en se concentrant sur des modules qu'on maîtrise bien, comme c'est le cas avec Pérennité et Contigo aujourd'hui, où on s'est dit, nous, ce qu'on sait très bien faire, ce n'est pas la partie portfolio management, c'est ce que Pérennité sait très bien faire. Et eux, de la même manière, ils disent, oui, on peut construire des trucs de risk management, mais vous faites ça depuis des années et vous avez le model validation de plusieurs régulateurs et de plusieurs bureaux d'études. Et donc, ce qu'on voit en général, surtout en Europe, c'est que en général, c'est la transition des clients qui commencent par un front-to-back, parce qu'en général, c'est plus efficient d'un point de vue commercial. C'est un one-stop shop où on a tout à la fois. Et en général, après, quand ils veulent avoir des workflows un peu plus sophistiqués pour pouvoir aller sur des marchés encore plus intéressants, c'est là qu'ils doivent prendre du best of breed parce que ça leur donne le edge pour pouvoir faire cette partie-là. Donc voilà, c'est un peu généralement, je ne sais pas si... Le dernier slide. Le dernier slide. Voilà, très bien. Donc pour résumer, en fait la réponse elle est là. Parce que l'idée, c'est parce que là en fait on parle de solutions qui sont assez profondes. L'idée c'est de les prendre et de pouvoir les maîtriser et les consommer et les gérer. D'accord ? Nous on ira dans cette logique-là. Donc c'est une solution drill down, d'une manière que j'ai un risque global que je vais creuser jusqu'à un détail fin, jusqu'à secteur, pays, devise et même instrument. Donc il y a, je pense à mon sens, une partie intermédiaire entre notre besoin et le marché international. Donc ça, c'est notre rôle, de pouvoir faire une interface
en termes de SI et aussi sur le côté fonctionnel. Parce que nous, on n'est pas Shanghai, on n'est pas New York, et on n'est pas Londres aussi. Mais nous avons certaines... Donc il faut qu'on puisse en fait consommer ça, le maîtriser et le gérer. Donc là, il y aura plusieurs phases et l'équipe en fait Contigo avec nos différents experts, on a travaillé sur ça pour apporter une bonne réponse. Merci infiniment et merci à Perenity Software justement parce que chacun a son segment et lorsque vous êtes dans votre laboratoire en train de travailler pour préparer les risques qui peuvent exister sur le marché, pour pouvoir mieux les couvrir et puis mieux les anticiper, ça nous fait plaisir de voir cette intégration entre les différents acteurs du marché. Merci de saluer Perenity Software par des ovations ainsi que ses partenaires pour cette belle présentation. Je vais leur demander de se tenir debout pour la photo de famille de ce mini-panel et inviter tous les participants au forum au déjeuner. Voilà. Le principe du déjeuner doit pouvoir susciter suffisamment d'émotions. Oui, j'arrive.